L'été au Japon, c'est brutal, c'est humide, c'est collant, tu transpires beaucoup et ça peut être dangereux si tu n'es pas préparé. Cette sensation d'être dans un four, parce que vraiment, c'est la sensation que ça te fait. C'est un truc qui peut littéralement ruiner ton voyage. Pour beaucoup, l'été, c'est la seule occasion de venir au Japon, soit parce que c'est la période de vacances scolaires, soit parce que c'est le moment le plus facile de poser de longs congés. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment survivre l'été au Japon comme un véritable local. Parce que oui, les Japonais ont l'habitude de vivre chaque année dans cette fournaise et ils ont réussi à développer un écosystème de choses, d'astuces, de gadgets pour quand même bien profiter de cette période. Et vous aurez mon avis honnête sur ces accessoires si populaires en Asie pour lutter contre la chaleur. Arnaque ou vrai bon plan, je vous dis tout sans langue de bois. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner tous les conseils pratiques pour survivre l'été au Japon, petit aparté nécessaire. Parce qu'il y a un réflexe que beaucoup de voyageurs n'ont pas encore et qui en été au Japon fait vraiment la différence, avoir une eSIM plutôt qu'une carte SIM classique ou Pocket Wi-Fi. La raison est simple, vous arrivez à l'aéroport, il fait déjà 30 degrés dès 8 h du matin, vous avez un vol long courrier dans les jambes et la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'essayer de comprendre quel forfait choisir sur place. Mais avec une eSIM, tout ça est réglé avant même de partir. Vous l'installez en quelques secondes depuis chez vous et hop, vous avez internet dès votre atterrissage. Et moi, forcément, l'eSIM que je conseille, c'est celle de Holafly, puisqu'il propose de la data illimitée dans plus de 200 destinations, dont Japon. Et c'est ce que je vais personnellement utiliser à chaque fois que je vais aller voyager dans un autre pays asiatique, ou tout simplement si jamais je suis amené à rentrer en France. Déjà, j'aime le fait que tu puisses partager ta connexion en mode hotspot, même si c'est une eSIM. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de frais cachés ou frais d'itinérance, et le fait qu'en cas de pépin, tu peux trouver au bout du fil un service client, humain, disponible 24 h sur 24. Autre avantage inclus, c'est Always On. Holafly te permet d'avoir jusqu'à 1 giga de données par mois en secours dans plus de 150 destinations, dont Japon. Et ils pensent même aux voyageurs à plein temps, puisqu'ils ont développé une gamme qui s'appelle les Holafly Plans, et c'est un abonnement mensuel qui fonctionne dans le monde entier. Avec mon code promo Japania, vous avez 5% de réduction sur les eSIM et 10% sur les plans Holafly si jamais vous souscrivez pour au moins 12 mois. Le lien est dans la description, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour votre prochain voyage au Japon. Avant de vous parler comment survivre, il faut qu'on parle de ce à quoi vous faites face. Parce que si vous arrivez avec la mentalité « ça va, j'ai connu la canicule à Paris sous 38 degrés, ça devrait être bon », je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. Si vous regardez la météo de Tokyo et de Paris côte à côte, vous remarquez quelque chose d'assez étonnant. Ces deux villes se ressemblent beaucoup. En hiver, Tokyo oscille entre 2 et 10 degrés, à Paris c'est pareil. Au printemps, les deux capitales profitent d'une météo douce entre 15 et 22 degrés. En automne, même histoire, fraîcheur progressive et température similaire. En gros, d'octobre à mai, Paris et Tokyo sont quasiment climatiquement jumelés, ce qui explique que des milliers de Français réussissent à vivre ici sans trop de dépaysement climatique. En tout cas, les 2/3 de l'année. Puis juin arrive, et là, c'est le drame. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que l'été au Japon ne commence pas vraiment avec la chaleur, il commence avec la pluie. En japonais, on appelle ça le tsuyu, littéralement la pluie des prunes, parce qu'elle coïncide avec la saison de maturation des prunes. En fait, c'est la mousson japonaise et elle touche tout l'archipel à partir du mois de juin. Dans la région Tokyo, le tsuyu débute en moyenne début juin pour se terminer à la mi-juillet. Donc ça fait à peu près 6 semaines dans lesquelles en fait il peut pleuvoir à n'importe quel moment et généralement sans prévenir. Attention, je ne dis pas qu'il pleut 24 h sur 24. Parfois, il fait juste gris. Parfois, il y a des journées magnifiques entrecoupées de déluges. Mais le truc, c'est que même quand il ne pleut pas, il fait déjà chaud et humide. Très humide. Durant le tsuyu, les températures atteignent en moyenne 25 à 27 degrés, accompagnées d'un taux d'humidité d'environ 75%. C'est supportable, c'est inconfortable, mais c'est encore gérable. Le vrai problème, c'est ce qui arrive après. Fin juillet, le tsuyu se termine, la pluie s'arrête et là vous vous dites « ça y est, enfin du beau temps ». Sauf que oui, la pluie elle s'arrête, mais l'humidité elle reste, et avec ça la chaleur elle explose. C'est ce qu'on appelle la canicule post-tsuyu, le vrai été japonais, celui de juillet et août. Ces 2 mois voient Tokyo atteindre régulièrement 35 degrés avec un taux d'humidité de 80% en moyenne. Et c'est là que je dois vous faire comprendre quelque chose d'essentiel sur la chaleur humide, parce que c'est ça la vraie différence avec ce que vous connaissez en France. Quand vous vivez une canicule en France, et je sais que ces dernières années, les étés sont de plus en plus difficiles, et je sais que récemment il y a eu 38-39 degrés en région parisienne et un petit peu partout en France. C'est difficile, c'est fatigant, c'est épuisant, mais votre corps, lui, il a une arme secrète, la transpiration. Quand il fait chaud et sec, vous transpirez. Cette sueur s'évapore rapidement sur votre peau et cette évaporation vous rafraîchit. C'est un mécanisme de refroidissement naturel et efficace. C'est pour ça qu'on dit souvent que la chaleur sèche, ça se supporte mieux. Au Japon, ce mécanisme ne fonctionne presque plus. Avec un taux d'humidité élevé, l'air est déjà saturé de vapeur d'eau. L'évaporation de la sueur devient beaucoup moins efficace.
le corps ne parvient pas à se refroidir correctement, ce qui crée une sensation de surchauffe permanente. Vous transpirez, mais vous ne vous refroidissez pas, vous êtes juste mouillé et chaud, et ça en permanence. Et ça se ressent dans les chiffres, avec une humidité à 90%, ce que vous allez vivre à Tokyo en plein mois d'août, une température de 35 degrés produit un ressenti réel de presque 50 degrés. Et ça, c'est la moyenne. Au soleil, dans une rue sans ombre, avec le bitume qui rayonne et les climatiseurs des immeubles qui crachent leur air chaud à l'extérieur, vous ajoutez encore facilement 5 à 8 degrés. Bon, vous savez maintenant ce qui vous attend. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour bouger, visiter et vivre dans cette fournaise? La réponse courte, au Japon, on fait comme les Japonais. Pour eux qui subissent ça depuis toujours, ils ont développé un arsenal de techniques et d'habitudes que je vais vous donner. Premier réflexe français à l'étranger quand il fait chaud, c'est de sortir le t-shirt. Voilà, le t-shirt, voire le short, exposer un max de matière histoire de pouvoir respirer. Les Japonais, eux, font l'exact opposé. Les matières d'abord. Oubliez le coton classique, il absorbe la sueur et colle immédiatement à la peau. Ici, la référence absolue, c'est ce qu'on appelle les matières Cool Touch ou Dry Fit. Des tissus techniques qui évacuent l'humidité et sèchent en quelques secondes. Uniqlo a rendu ça accessible à tout le monde avec leur ligne AirSim. T-shirt, sous-vêtements, chaussettes. Alors je sais que c'est pas forcément glamour, mais quel plaisir, ça fait vraiment du bien quand on doit marcher 30 minutes sous le soleil. Le lin fonctionne aussi très bien pour ceux qui veulent quelque chose de plus naturel et de plus élégant. Donc si vous avez les moyens, c'est vraiment la matière à favoriser pour vous sentir frais, dans tous les sens du terme. Ensuite, il y a les manches longues. Je sais qu'au premier abord, ça paraît contre-intuitif, mais une chemise avec des manches longues, légèrement amples et légère, eh bien elle va vous protéger du rayonnement direct du soleil sur votre peau. Et en fait ça c'est une source de chaleur massive que le t-shirt sans manches laisse entièrement passer. Et on va pas se mentir, la vraie raison pour laquelle les hommes japonais ne portent quasiment pas de short, c'est la mode. Ils sont juste un petit peu trop coquets. Après, le combo short t-shirt pour un étranger, c'est pas un problème du tout, hein. En fait, le seul truc où il faut faire un petit peu attention, et c'est même pas quelque chose qui est propre au Japon, mais plus à la région asiatique, c'est que lorsque vous voulez parfois aller dans des temples ou des sanctuaires, eh bien, faut être un tant soit peu couvert au niveau des jambes. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis allé en Thaïlande et que je voulais visiter un sanctuaire. Vu que j'étais en short, on m'a refusé l'accès. Et devant le temple, tu avais tout un petit business parallèle qui se développait où tu avais des locaux qui vendaient des petits vêtements pour que les gens puissent rentrer à l'intérieur, voilà, monnayant un petit peu d'oseille. Ensuite, il y a l'ombrelle, le higasa, l'accessoire numéro 1 des femmes. Faut savoir qu'au Japon, dans la majorité des cas, les femmes japonaises n'aiment pas bronzer, voilà, elles n'aiment pas avoir la peau mate, elles ont envie de conserver une peau blanche. La raison, c'est qu'en fait, cette peau blanche, elle est symbole de pureté. C'est pour ça que la plupart des femmes, vous les voyez, elles mettent énormément de crème solaire, la petite ombrelle, histoire d'être le plus blanc possible, l'hiver comme l'été. Et l'utilisation de ces ombrelles, elle se répand même auprès des hommes. Bon, pas tous, hein, mais c'est complètement normalisé et ça progresse chaque année. En vrai, une bonne ombrelle anti-UV peut faire baisser leur ressenti de 5 à 7 degrés sur votre tête et vos épaules. Viennent ensuite tous les petits gadgets comme le ventilateur portable et j'en passe. Petit, léger, rechargeable par USB, il se glisse dans n'importe quel sac. Vous en trouverez vraiment partout et pas cher, que ce soit au Combini, au Don Quirote ou autres magasins électroniques. C'est le gadget de l'été japonais. Alors ça ne vous refroidit pas miraculeusement, mais dans un air aussi lourd et stagnant, le simple fait d'avoir un flux d'air sur votre visage, ça fait du bien. Mais plus tard dans cette vidéo, vous verrez, je vais tester tous ces gadgets et on verra ce qui vaut vraiment le coup. S'hydrater avant d'avoir soif, c'est le conseil le plus basique et le plus ignoré. La soif, c'est un signal tardif. Quand vous la ressentez, vous êtes déjà en début de déshydratation. Par forte chaleur et forte humidité, votre corps perd de l'eau et des sels minéraux à une vitesse que vous ne réalisez pas vraiment. Et les Japonais là, ils ont compris que l'eau seule ne suffit pas. Le pays a une culture très développée des boissons de récupération. Les deux références absolues que vous trouverez dans n'importe quel distributeur automatique ou combini, le Pocari Sweat et l'Aquarius. Ce sont des boissons isotoniques et non gazeuses qui reconstituent les électrolytes, autrement dit, les sels minéraux que vous perdez avec la sueur. En France, on connaît ce concept pour le sport, au Japon, c'est pour la vie quotidienne l'été. Ces solutions de réhydratation sont vendues fraîches dans les rayons réfrigérés de la plupart des drugstores, combini ou distributeurs automatiques. Pour quelque chose qui va même encore au-delà niveau récupération, c'est la marque OS1 qui requinque extrêmement bien. Et il y a un produit que beaucoup de touristes ne connaissent pas, les tablettes de sel, en japonais, Enbunchaji. Ce sont des petites pastilles sucrées-salées que les Japonais consomment en marchant pour compenser la perte en sodium. On en trouve partout, c'est discret, efficace et ça peut éviter des coups de barre en pleine journée. Il y a une autre boisson que les Japonais aiment bien l'été, c'est le Salty Litchi. Une boisson qui, comme son nom l'indique, contient aussi du sel. La plupart des supérettes vendent aussi des boissons déjà congelées. Vous savez, l'hiver au Japon, les Japonais ils aiment bien s'acheter une petite boisson pour se réchauffer les mains.
Et ben là c'est la même chose mais en sens inverse. Tenez-la contre votre bras, votre cou ou votre visage pour vous rafraîchir le temps qu'elle dégèle. Les combini sont des bouées de sauvetage. Les amis, je ne peux pas souligner suffisamment l'importance des convenience stores japonais, 7-Eleven, Family Mart, Lawson, ce seront de véritables havres de paix pendant votre séjour au Japon. Votre Eden, votre Nirvana. Bon, j'exagère un peu, mais en vrai, pas tant que ça. Climatisé, ouvert 24h/24, présent tous les 200 mètres absolument partout dans Tokyo et rempli de tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Eau fraîche, boissons isotoniques, déo, serviettes, nourriture légère. La pause combini toutes les heures, ça risque de devenir votre moment préféré dans la journée. En fait, vous rentrez dans le combini, même sans intention d'achat, et pour ça, personne ne va vous juger. Vous vous reposez 5 minutes dans la fraîcheur et vous ressortez revigoré. Il y a les combini, mais pas que. Les Japonais adorent entrer dans les magasins ou les complexes commerciaux un peu par hasard juste pour se rafraîchir, vu qu'il y a la clim partout. Un autre produit qui fait beaucoup de bien l'été au Japon et que l'on trouve également en combini, les lingettes rafraîchissantes ultra populaires auprès des locaux. Ce sont de grandes lingettes mentholées pour le corps et le visage et ça te met un vrai coup de frais. Un seul passage sur la peau déclenche un choc mentholé qui donne une sensation de fraîcheur pouvant durer jusqu'à 1 heure. Et perso, c'est un truc que j'ai toujours dans ma besace l'été. Si vous n'êtes pas très friand de ces lingettes parce qu'un petit peu trop chimique à votre goût, vous pouvez tout simplement opter pour la petite serviette de poche que quasiment tous les Japonais possèdent. Vous pouvez en acheter partout, donki, magasins de souvenirs, etc. En Europe, quand on visite une ville, on sort le matin, on se balade toute la journée et on rentre le soir. C'est la logique standard du touriste. Au Japon, de juillet à août, cette logique, elle fait très mal. Franchement, ce que je vous conseille, c'est au maximum d'éviter d'être en extérieur entre 11h et 15h. C'est la fenêtre où la chaleur combinée au rayonnement solaire est à son maximum. D'ailleurs, ce n'est pas une exagération, c'est le conseil officiel du gouvernement japonais, répété chaque été dans les médias. Même moi qui suis un adepte des longues marches et de me faire mes petits 10K, 20K pas dans la journée, et ben là pour le coup je m'adapte. Vous visitez le matin tôt, vous faites une activité en intérieur le temps du pic de chaleur et vous ressortez en fin d'après-midi quand ça commence à descendre. Et il y a plein de choses à faire. Musées, galeries commerciales ou long déjeuner remplissent naturellement le bloc du milieu de journée. Et le métro, ce sera votre meilleur ami. Je sais que pour beaucoup on aime bien marcher le plus possible pour découvrir une ville, mais l'été, je vais pas vous mentir, je pense que c'est le moment où je prends le plus les transports en commun de l'année. Voilà, et en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien, vous savez, d'avoir la clim. Vous sortez dehors, il fait une trentaine de degrés avec un taux d'humidité qui tabasse, et vous arrivez enfin dans votre rame. Et là, vous baissez d'un coup de 10, 15 degrés. C'est même parfois peut-être ça le danger aussi, c'est que vous avez même trop froid en fait dans votre train, dans votre métro, parce qu'il y a tellement un écart entre la température dehors et la température en intérieur que vous subissez un choc thermique. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles la plupart des touristes, quand ils viennent au Japon l'été, ils tombent malades. Et dans beaucoup de villes, vous allez pouvoir faire de grandes distances dans les galeries commerciales souterraines, qui connectent souvent différentes gares sur plusieurs kilomètres. On en trouve à Shinjuku, Osaka, Fukuoka, Hokkaido et j'en passe. C'est pratique parce que vu qu'il y a plein de boutiques, chacune avec l'air conditionné, ça fait qu'on se rafraîchit dans ces galeries. Et ça permet de réduire son exposition au soleil aux heures les plus dures de la journée. Autre chose à prendre en compte, la topographie thermique de Tokyo. Il y a des zones au Japon où le ressenti est nettement plus élevé, les grandes artères bitumées, comme Shinjuku ou Shibuya, exposées à l'effet d'îlot de chaleur urbain, sans ombre, avec la chaleur réfléchie par les vitres des immeubles. Et il y a des zones nettement plus supportables, les bords de rivières, les parcs, les rues étroites et ombragées des quartiers rétro et traditionnels, et normalement si vous êtes assidu à la chaîne, des quartiers dans ce genre, je vous en présente, et j'en ai encore un tas à vous présenter. Les amis, on se retrouve cette fois devant le Don Quijote, voilà ce magasin un petit peu fourre-tout, on peut retrouver tout et n'importe quoi, et justement c'est ce n'importe quoi qui nous intéresse, les objets improbables de l'été pour se rafraîchir. Je vais tester ça, il y a certainement des choses qui valent le coup, d'autres qui ne le valent pas, et on va voir quelles sont les pigeonnades à éviter justement quand vous venez au Japon. On est parti. Regardez, forcément devant le magasin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà pas mal d'items de l'été, parce qu'ils savent que c'est ce qui se vend le plus à cette période de l'année. Donc vous avez des petites serviettes qui sont censées vous tenir au frais, moins 3 degrés carrément. Je prends un panier parce que je pense qu'on va acheter pas mal de choses. On va se prendre le petit ventilateur que toutes les japonaises aiment avoir. Et je vois ici qu'il y a aussi ce genre de petit ventilateur mais que tu mets autour du cou directement. On va voir si ça marche vraiment ce truc. Bon, ça va coûter cher toutes ces conneries, et franchement, je suis même pas sûr que la moitié fonctionne vraiment correctement. Et ça, pour garder son aéré, vous pensez que ça fait du bien ou pas? Non, bon, on va s'arrêter là. Les fameuses lingettes rafraîchissantes, et si vous voulez que votre corps sente le ginger ale, ben c'est possible. J'ai l'impression que c'est plus du marketing qu'autre chose. Gozaimasu. Ces conneries, ça m'a coûté 11 650 yens, ça fait à peu près 50-60 €. Et on va commencer le test avec le premier produit en direct des rues bien chauffées de Tokyo. Donc le premier produit, en fait, il te sert à ne pas avoir la peau qui colle, à empêcher la transpiration et à te rafraîchir. Allez, on est parti, on va voir ce que ça vaut. Tac, 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 tac. Olé. Déjà au premier abord,
Ça sent plutôt bon. Bon, une petite odeur chimique, mais ça passe. Ah, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal efficace. En fait, normalement, quand je sors, je transpire assez rapidement et du coup, j'ai la peau qui colle rapidement aussi. Et là, pour le coup, en fait, ça te l'enlève. Donc j'ai l'impression, en fait, c'est comme un mix entre de l'eau et du déodorant, mais pour la peau, pas juste sous les aisselles. C'est vrai que ça donne un petit coup de boost, en vrai, c'est pas mal, hein. Je vais mettre un petit 7 sur 10 pour ce produit. Bon, on va marcher un peu parce que je me sens un petit peu trop frais, histoire de suer à nouveau et de tester le produit suivant. Franchement, je suis surpris parce que ça tient plutôt bien. J'ai une véritable sensation de fraîcheur là sur ma peau. Ça y est, j'ai le corps qui chauffe à nouveau là. Lingette rafraîchissante, senteur ginger ale. Alors là, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça vaut parce que ça, les lingettes rafraîchissantes, c'est un produit ultra populaire l'été au Japon. Mais au ginger ale, j'avais encore jamais vu ça. J'ai l'impression d'avoir décapsulé une bouteille. Donc je te passe ça comme ça sur le corps. Ah, ça fait du bien. Par contre, c'est très bizarre comme sensation. J'ai l'impression en fait d'avoir trempé un mouchoir, je l'ai imbibé dans du ginger ale et que je m'éponge avec. Parce que vraiment, pour le coup, ça sent exactement le ginger ale et ma peau sent le ginger ale. Bon, qui veut boire la tasse maintenant? Le produit en soi, il est très cool, mais est-ce que j'achèterais encore cette odeur-là? Peut-être pas forcément. Un truc juste menthe ou sans odeur, c'est peut-être mieux en fait. Donc pour moi, le produit c'est un 8 sur 10. Celui-ci particulièrement, il descend à 6. Produit suivant, le grand classique que tous les Japonais utilisent, le petit ventilateur portable. Voyons voir la bête. Donc ils te vendent le ventilateur, t'as la petite prise pour le brancher, et en plus, t'as une sorte de petite sangle pour l'attacher, je pense, à ton sac ou à quelque chose d'autre. Est-ce qu'ils l'ont déjà chargé ou pas? Ah ouais. Bon, il y a déjà un petit peu de batterie, donc ça c'est cool, on va pouvoir voir ce que ça vaut. Il y a un petit mode clim qu'on peut activer ici. Donc maintenant je comprends pourquoi est-ce que les Japonais aiment utiliser ce genre de truc. Alors c'est pas le truc le plus révolutionnaire, mais quand t'es sous canicule à 35 degrés, 90% d'humidité, et que t'as un truc qui peut un tant soit peu t'aider à survivre, franchement tu prends ce qu'il y a à prendre. Et ça fait plutôt pas mal de taf, donc encore une fois je vais mettre une bonne note, 8 sur 10. Là on va passer au truc que j'avais le plus hâte de tester, c'est le ventilateur que tu portes autour du cou. Bon, arnaque ou vrai bail, on va découvrir ça tout de suite. L'objet se présente comme ça. Ça fonctionne du coup pour toutes les tailles de cou, hein. Franchement, ça c'est pratique. Bon, autant pour le ventilateur portable j'étais convaincu, autant là je suis un peu plus dubitatif sur l'effet. Je vais essayer de mettre à l'intérieur, attends, c'est pas possible. Même là je sens rien, je l'ai à l'intérieur de mon t-shirt carrément et ça fait aucune différence. Ça c'est de la camisole les amis, hein. Franchement, au prix auquel c'était, c'est absolument pas validé. C'était peut-être le truc le plus cher de tous les items que j'ai acheté et c'est le moins efficace. Ça mérite même pas un 2 sur 10. On va tester maintenant le poncho qui est censé me donner un effet en mode je suis à 5 degrés, voilà, je sors du frigo. Attendez, je reconnais ça les amis, je crois que c'est la cape d'invisibilité dans Harry Potter. Bon alors, ça a l'air un peu petit quand même. Et là normalement, avec ma cape de petit chaperon bleu, et donc là, je suis censé être protégé de la chaleur. Concrètement, c'est ce qu'ils veulent me faire croire là. J'ai jamais vu aucun japonais porter ce genre de choses. Et même j'ai l'impression de me faire juger par les gens qui passent. Je pense qu'on peut clairement dire que c'est un bon 0 pointé pour ce truc là. Maintenant on passe aux objets qu'on a dû mettre au congélateur. Donc voilà comment ça se présente. Hop, on dirait carrément un petit Mr Freeze pour ceux qui ont la ref. Donc là quand tu l'ouvres, t'as ta petite lingette. Voilà comment ça se présente. On se la fait passer sur la peau tranquillement comme tout à l'heure. Wow. Ah, ça fait du bien, ça fait clairement du bien. Bah, ça ressemble à la lingette rafraîchissante de tout à l'heure, mais en un peu moins mentholé. Donc c'est moins fort et légèrement plus agréable. Donc pour ce petit truc simple, je mettrais un 8 sur 10, mais le problème c'est que tu vois, il faut vraiment que ça sorte du congélateur, et si tu te balades avec ça, il y a moins que ça chauffe. Donc 8 sur 10, mais qui peut peut-être se transformer en 5 sur 10. Ensuite, on a ce tube que j'ai dû remplir avec de l'eau, mis au congélateur. Normalement, tu te le passes comme ça sur le corps. C'est un peu bizarre en vrai, hein. Franchement je suis vraiment pas convaincu. 4 sur 10. Et enfin le neck icing, c'est quelque chose que tu mets autour du cou que j'ai mis au congélateur et qui est censé te garder au frais. Et encore une fois ça s'adapte à toutes les tailles. Pour le coup ça te donne bien cette sensation de froid. Non franchement j'aime beaucoup, hein. C'est très agréable. Donc pour ce neck icing, 7 sur 10. Maintenant que vous savez survivre en extérieur, eh bien il faut apprendre à survivre en intérieur. Le Japon en fait c'est le pays du climatiseur. On en trouve vraiment partout, que ce soit dans les transports, dans les logements, dans les commerces et parfois même dans les temples. C'est une infrastructure de survie nationale. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ce qui risque de vous surprendre, c'est que les espaces climatisés sont souvent un petit peu trop froids. Les centres commerciaux, les restaurants, certains bureaux, vous y entrez en t-shirt depuis les 35 degrés dehors et vous vous retrouvez à 20 degrés, parfois même moins. C'est vraiment le choc thermique. Et comme je vous l'ai dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup de touristes étrangers en fait tombent malades l'été au Japon. C'est en fait à cause de ce choc thermique, à cause de l'alternance chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. La solution, toujours avoir une couche. Peu importe ce que vous portez dehors, si vous avez un sac, essayez d'y mettre un gilet léger, une chemise fine ou quelque chose à enfiler dès que vous entrez dans un espace climatisé. Les Japonais notamment sont très conscients de ça. Vous verrez beaucoup de femmes en robe légère dehors et avec un gilet soigneusement plié dans le sac. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est juste de la survie thermique. C'est souvent le soir que c'est le plus compliqué à vivre parce qu'autant la journée, bon, vous pouvez accepter de souffrir, mais quand le soir n'apporte aucun soulagement, que vous vous endormez dans une chaleur étouffante,
c'est là que c'est le plus dur psychologiquement. Et il faut savoir que c'est un phénomène suffisamment fréquent pour avoir un nom en japonais, la Netaiya, littéralement la nuit tropicale. C'est la désignation météorologique officielle pour les nuits où la température ne descend pas en dessous des 25 degrés. À Tokyo, en juillet et août, les Netaiya, c'est monnaie courante. 25 degrés la nuit avec 80% d'humidité, ça pique. C'est pour ça que tu es obligé de t'endormir avec la clim et avec tous les risques que ça comprend. La bonne approche, c'est celle que les Japonais utilisent. Régler le climatiseur entre 27 et 28 degrés. Pas forcément plus froid, et activer la fonction timer pour qu'il s'éteigne automatiquement après 2 à 3 heures. À ce moment-là, votre corps s'est suffisamment refroidi pour entrer dans un sommeil plus profond et il continuera à dormir même si la température remonte légèrement. La plupart des climatiseurs japonais ont cette fonction de série. Bon, je vous ai parlé de la chaleur, de l'humidité, des chocs thermiques, des nuits tropicales. Donc là, je suis sûr que si vous êtes en France, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que j'irai foutre les pieds l'été là-bas? Et je vous comprends. Et pourtant, l'été au Japon, c'est aussi la saison la plus vivante de l'année, la plus colorée, la plus bruyante, la plus festive. C'est la saison où le Japon sort dans la rue, où les quartiers s'animent le soir, où il y a une énergie dans l'air, mélangée à l'humidité, certes, qu'on ne retrouve à aucune autre période. Et si vous savez vous organiser, si vous avez intégré tout ce qu'on a vu ensemble, vous pouvez non seulement survivre à l'été japonais, mais vraiment en profiter. L'été au Japon, c'est la saison des Matsuri, les festivals de quartier. Ce sont des fêtes qui existent depuis des siècles et qui mobilisent des communautés entières. Tambours, stands de nourriture, lanternes, yukata... Les Matsuri ont une ambiance absolument unique. Et il y en a partout, tout l'été, dans absolument chaque arrondissement de Tokyo, chaque semaine. Et vous n'avez pas besoin de chercher les meilleurs Matsuri parce que généralement, les meilleurs, ce sont ceux sur lesquels on tombe par tout hasard en sortant par exemple du métro et on y vit sa meilleure vie. C'est le moment de l'année où c'est le plus facile de sympathiser avec des locaux, de faire des rencontres et de sentir le côté humain des Japonais qui se libèrent davantage. Et puis il y a les hanabi, les feux d'artifice ici. Très généralement, ça dure plus d'une heure et ils sont la plupart du temps tirés au-dessus d'une rivière ou d'une baie. Les gens sont généralement installés le long des berges en tenue traditionnelle, donc il y a une véritable ambiance festive et à la fois étrangement contemplative. Je pouvais pas faire une vidéo entière sans parler nourriture. L'été au Japon a ses propres saveurs. C'est la saison des kakigori, ces glaces pilées japonaises. Le kakigori, c'est de la glace rasée en copeaux ultra fins, presque aériens, arrosée de sirop, matcha, fraises, yuzu, haricots rouges, et souvent garni de lait concentré ou de crème. Et les boutiques les plus populaires peuvent avoir jusqu'à 2 heures de queue les week-ends. C'est aussi la saison pendant laquelle on mange davantage de nouilles froides, que ce soit des udon, des soba ou même parfois des ramen. Franchement, je vous conseille d'essayer, vous allez voir, c'est super rafraîchissant. Si vous êtes à Tokyo pour plusieurs jours et que la chaleur de la ville devient vraiment oppressante, il y a des options que beaucoup de visiteurs oublient. S'échapper. Tokyo est entouré de montagnes et de zones naturelles accessibles en moins de 2 heures. Et en altitude, la différence de température est réelle. Comptez facilement 5 à 8 degrés de moins qu'en centre-ville. Vous avez Nikko dans la préfecture de Tochigi, située à 2 heures depuis Tokyo, avec des forêts, des cascades, des temples monumentaux et le tout dans un cadre montagneux. Hakone à 1 heure de Shinjuku, le lac Ashi, les vues sur le mont Fuji quand le ciel est dégagé, c'est une destination classique mais qui mérite son statut. La fraîcheur relative des hauteurs, combinée à un bain thermal chaud le soir, c'est une des meilleures façons de récupérer d'une semaine de chaleur tokyoïte. Sinon, vous avez Nagano dans les Alpes japonaises, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire des petites randonnées à plus de 2000 mètres d'altitude, où il peut faire même 18 degrés en plein mois d'août, une autre planète. Les îles de Tokyo, accessibles en 2 heures en ferry depuis le centre, et où la brise océanique et la verdure font leur petit effet. Donc l'été au Japon, c'est ça, un paradoxe permanent entre l'inconfort et la beauté, entre la chaleur qui écrase et les festivals qui électrisent, entre les nuits tropicales et les feux d'artifice. Il faut juste savoir comment l'aborder, c'est ce que j'espère avoir réussi à vous aider à faire dans cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé, merci d'être toujours fidèle au poste. La semaine prochaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo voyage avec un guest que vous adorez voir sur la chaîne. Ichiban Japan. Donc n'hésitez pas à me partager vos conseils pour survivre l'été ici au Japon, ça me fait ma petite lecture et je pense que ça peut en aider plus d'un également qui lit les commentaires. Donc moi sur ce les amis, je vous dis tchou tchou bye bye et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.